À Noël, mon père m'a traité d'idiot qui grimpe au poteau après que je lui ai offert sa voiture de rêve. Toute la famille a ri. Le lendemain, j'ai repris les clés pour lui montrer ce qu'est le véritable pouvoir. À Noël, mon père m'a traité d'idiot qui grimpe au poteau pour gagner sa vie, se moquant de mon travail de lignard. Juste après que je lui ai acheté la voiture de ses rêves, toute la famille s'est moquée. Le lendemain matin, je l'ai reprise et lui ai montré à quoi ressemble le vrai pouvoir. Je n'aurais jamais pensé être celui qui écrirait un de ces textes, mais nous y voilà. Il y a 1 an, j'ai coupé le contact avec mon père après un dernier esclandre public qui, honnêtement, a tout changé pour moi. J'avais l'habitude de penser que la famille signifiait une loyauté inconditionnelle, peu importe le respect que vous perdiez dans le processus. Il s'avère que certaines personnes ne voient la famille que comme un autre mot pour la propriété. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne parle ni de vengeance ni de haine. Elle raconte ce qui m'a finalement poussé à m'éloigner et comment j'ai appris que la paix peut être plus bruyante que les mots. Les gens pensent que le travail de lignard consiste uniquement à grimper au poteau et à réparer des fils. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de maintenir le courant lorsque tout le monde est à la maison, au chaud et à l'aise. Tempête, panne de courant, foudre. C'est nous qui sommes dehors. C'est ce que je fais. Et oui, c'est dangereux. C'est dur, mais j'adore ça. Je le fais depuis près de 10 ans, et chaque fois que je vois les lumières se rallumer après une longue panne, j'ai l'impression d'avoir réellement construit quelque chose qui compte. Mon père ne l'a jamais vu de cette façon, cependant. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que je travaillais avec des Legos pour grands garçons. Il disait, le vrai succès porte une cravate, Julien, tout en sirotant son café noir comme s'il dispensait la sagesse de la vie. C'est un comptable à la retraite, du genre qui lit encore les Échos en version papier et pense que la valeur d'un homme est liée au nombre de réunions auxquelles il assiste. Ma sœur, Chloé. Oui, c'est la préférée. Elle gère un compte de fitness en ligne, publie des selfies à la salle de sport avec des légendes de motivation comme « Lève-toi et bats-toi », et mon père la traite comme si elle avait découvert le feu. C'est une vraie entrepreneuse, dit-il. Bien sûr, papa. Publier des squats pour des contrats de marque, c'est vraiment du niveau de la bourse de Paris. Il y a 2 ans, après un énième discours sur « Quand vas-tu trouver un vrai travail ?», je me suis fait une promesse. J'en avais fini d'essayer d'expliquer ma carrière. J'allais lui montrer à la place. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais de sa voix. Tu vas t'épuiser avant même d'avoir réussi. Et le plan m'est venu un soir quand j'ai vu une vieille annonce en ligne. Une Alpine A110 de 1972. La voiture de ses rêves depuis que j'étais enfant. Il en parlait comme de son premier amour. Bleu Alpine, manuel, bande noire, disait-il. Mais il n'a jamais été prêt d'en posséder une. Trop cher, trop peu pratique. J'en ai trouvé une qui avait besoin d'être restaurée et j'en ai fait mon projet parallèle pendant 1 an. Pièces, peinture, nuit blanche dans le garage de mon ami. Chaque boulon serré à la main. Elle était parfaite. Le matin de Noël est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai garé la voiture devant la maison de mes parents, recouverte d'une bâche et d'un nœud rouge. La maison était pleine à craquer. Cousins, voisins, Chloé qui diffusait déjà son arrivée en direct comme si c'était un événement sur le tapis rouge. Je me suis comporté comme je l'ai toujours fait. Calme, décontracté, sans grand spectacle. Mon père tenait salon dans le salon, se vantant que Chloé avait été invitée à un salon du bien-être. J'ai attendu une accalmie, puis j'ai dit, « Papa, viens dehors une seconde. » Tout le monde a suivi. Il a vu la voiture, s'est figé, puis m'a regardé. « C'est une blague ?» a-t-il demandé. Non, j'ai dit. Elle est à toi. Joyeux Noël. Il en a fait le tour lentement, touchant la portière, vérifiant la peinture. Une A110 de 72, dit-il doucement, presque comme s'il n'y croyait pas pendant une seconde, j'ai cru que j'avais vraiment réussi. Que peut-être, enfin, il serait fier. Puis il s'est tourné vers la foule, a souri d'un air suffisant et a dit, on dirait que mon garçon essaie d'acheter mon approbation. Il ne pensait pas que grimper au poteau payait si bien. Le rire a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Fort, sans filtre, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Chloé a gloussé comme une enfant. L'oncle de quelqu'un a applaudi, et mon père est resté là, souriant, la star de sa propre petite heure de comédie. J'ai souri aussi. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir en colère.
J'ai juste dit, oui, je dois bien faire en sorte que les lumières restent allumées et je suis rentré à l'intérieur. Le reste de la nuit a été un brouillard de fausse joie. Chloé a posé près du sapin. Mon père s'est vanté de sa blague, et je me suis assis tranquillement au fond, vérifiant l'heure toutes les quelques minutes. Quand le dessert est arrivé, je me suis levé et j'ai dit que j'avais un service tôt le lendemain matin. Il a ri à nouveau. Bien sûr, on ne peut pas faire tourner la ville sans toi, hein. Dehors, il faisait assez froid pour voir mon souffle. Je me tenais à côté de mon camion, regardant les lumières de la maison scintiller à travers les rideaux. L'Alpine était garée dans l'allée, parfaite, étincelante, comme si elle n'avait pas sa place là. Je voulais ce moment, le respect, le signe de tête, quelque chose. Mais au fond, je savais mieux. En rentrant chez moi, je ne me sentais pas triste. Juste fini. Des années de commentaires, de roulements d'yeux et de simples blagues se sont additionnées pour une seule chose. Peu importe ce que je réaliserais, ce ne serait jamais assez pour lui. Il ne me verrait jamais comme autre chose que le gamin qui a choisi la mauvaise voie. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis là un moment et j'ai regardé mes mains. Les mêmes mains qui avaient réparé des lignes électriques pendant des tempêtes, reconstruit cette voiture à partir de la rouille, et qui, d'une manière ou d'une autre, n'était toujours pas assez bonne. Puis j'ai ri, pas amer, juste fatigué. Joyeux Noël, le vieux, ai-je marmonné. Parce que c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Je n'avais pas besoin qu'il soit fier. J'avais déjà réussi. Il ne supportait tout simplement pas que je l'ai fait sans lui demander sa permission. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête pendant que je me brossais les dents le lendemain matin. Je pouvais encore entendre son rire stupide de la nuit dernière. On dirait que mon garçon essaie d'acheter mon approbation tournait en boucle comme une mauvaise chanson que je ne pouvais pas éteindre. Puis ça m'a frappé. La carte grise et l'immatriculation étaient toujours à mon nom. Je me tenais dans la cuisine, sirotant un café froid, regardant par la fenêtre comme un homme sur le point de faire quelque chose de stupide mais de paisible. Je n'étais même plus en colère, juste fini. Cette voiture n'avait pas sa place là-bas. Pas dans cette allée. Pas avec lui. À 6 heures du matin, j'ai pris un VTC pour y retourner. Le quartier avait l'air gelé. Les lumières de Noël étaient encore allumées, les pelouses givrées, quelques poubelles renversées par le vent. Je suis descendu un pâté de maison plus loin, j'ai marché le reste de la distance comme si j'étais en mission secrète. L'Alpine était là, brillant sous une fine couche de glace. Le nœud rouge s'était affaissé à cause de la rosée, pendant comme s'il était gêné d'être encore là. J'ai déverrouillé la portière, je me suis glissé sur le siège du conducteur et, pendant une seconde, j'ai failli rire. J'avais toujours la clé. La clé a tourné en douceur. Je l'ai sortie de l'allée lentement, en faisant attention de ne réveiller personne. Le reflet des lumières du Porsche m'a suivi dans la rue, comme si la voiture quittait enfin la mauvaise maison. Quand je suis revenu chez moi, je l'ai garé dans mon garage, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là, les mains sur le volant. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais calme, comme si je venais de débrancher quelque chose qui me vidait de mon énergie depuis des années. J'ai pris une longue douche, préparé le petit déjeuner et retourné mon téléphone. Je ne l'ai même pas vérifié avant midi. À ce moment-là, on aurait dit que mes notifications s'étaient multipliées dans le noir. 23 appels manqués, 12 SMS, 3 messages vocaux. Le message de Chloé est apparu en premier. As-tu sérieusement repris le cadeau de papa? Tu gâches Noël. Tout le monde en parle. Grandis un peu. Juste en dessous, un de mon père. Les gens ont ri parce que c'était drôle. Apprends à prendre une blague. Puis un autre quelques minutes plus tard. Tu t'embarrasses maintenant. Pas de merci. Pas de pourquoi l'as-tu reprise, juste un pur sentiment de droit, comme si la voiture était son droit de naissance. J'ai posé mon téléphone et je suis allé au garage. L'Alpine brillait sous la lumière, le moteur encore chaud du trajet précédent. J'en ai fait le tour lentement, les mains dans les poches. J'ai pensé à chaque fois qu'il avait critiqué mon travail. Un gamin de col bleu qui travaille avec des outils parce qu'il ne comprenait rien aux maths. Peut-être que si tu avais étudié plus dur, tu n'aurais pas à te suspendre au poteau pour gagner ta vie. Il disait tout cela comme si c'était des conseils utiles, comme si me rabaisser était sa version de la motivation. J'avais l'habitude d'en rire, de me dire qu'il ne comprenait tout simplement pas ce que je faisais. Mais au fond, je pense qu'il comprenait.
Il détestait juste que je n'ai pas besoin de son approbation pour en être fier. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert un site d'annonces de voitures de collection. Alpine A110 de 1972, restauré, moteur V8 d'origine, peinture neuve. J'ai pris quelques photos sur place dans le garage. Angle avant, compartiment moteur, intérieur. Je l'ai posté avec une courte note. Acheteur sérieux uniquement. Carte grise en main. Je n'allais pas garder quelque chose qui me rappelait lui. Ce n'était même plus mon travail. C'était un monument à un gars qui ne dirait jamais le bon travail sans en faire une pique. Je voulais la vendre et m'offrir quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui. Vers 15 heures de l'après-midi, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Je l'ai mis sur haut-parleur tout en resserrant un luminaire dans la cuisine. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» dit-il, la voix tremblante, une fausse colère. « Tu as repris la voiture. Tu penses que ça te donne l'air fort ? Les gens t'ont vu faire ça. Tu m'as humilié. Tu as humilié cette famille. Tu penses que tu peux simplement reprendre un cadeau comme un gamin gâté ? » J'ai éclaté de rire. Un gamin gâté. De la part du gars qui a passé le matin de Noël à se moquer de son fils pour le sport. Je lui ai répondu par SMS en 3 mots. La carte grise est à mon nom. Il n'a pas répondu après ça, mais Chloé l'a fait. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu agis comme un fou. Papa est vraiment contrarié. Il ne pensait rien de mal avec la blague. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser les choses aller ? Parce que j'avais laissé les choses aller pendant 30 ans. C'est pourquoi. Chaque insulte, chaque pique déguisée en simple taquinerie. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avalé jusqu'à ce qu'on s'arrête. Ce soir-là, je me tenais de nouveau dans le garage, regardant la voiture. Quelqu'un m'avait déjà envoyé un message à ce sujet, proposant de passer la voir ce week-end. J'ai accepté. Quand j'ai éteint les lumières du garage, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur latéral. J'avais l'air différent. Pas d'une manière dramatique de film, juste plus stable, plus clair. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose de simple. J'avais passé des années à essayer de lui prouver que j'avais réussi. Mais je n'avais plus besoin de le prouver. Le gars qui pensait que le succès venait avec une cravate et un titre pouvait garder sa maison vide et sa fausse fierté. Moi, j'avais la paix et une voiture à vendre. Ce week-end-là, un acheteur est passé. Un homme plus âgé, probablement la fin de la quarantaine, qui savait ce qu'il regardait. Il n'a même pas marchandé. Il a juste fait le tour de l'Alpine, a hoché la tête une fois et a dit, « Quelqu'un a vraiment pris son temps avec celle-ci. » Oui, ai-je dit en lui tendant les clés. Quelqu'un l'a fait. Le lundi matin, la voiture était partie. Le garage était vide et je me sentais plus léger. Je me suis dit que mon père allait encore exploser une fois qu'il aurait remarqué qu'elle était en vente en ligne, alors avant qu'il ne puisse commencer sa prochaine crise de nerfs, j'ai décidé de couper le cordon pour de bon. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve Elodie, sa femme, ma belle-mère. C'est la seule dans cette maison qui m'ait jamais traité comme un être humain. Elle ne prenait pas toujours parti, mais elle n'a jamais prétendu non plus que le gars était facile à vivre. Mon SMS était court, peut-être 4 lignes. Salut Elodie, je voulais juste te dire que je me retire de tout ça. J'en ai fini avec les vacances en famille, fini de réparer les choses, fini d'essayer de faire la paix quand c'est unilatéral. Je te souhaite le meilleur. J'ai regardé l'écran pendant une seconde avant d'appuyer sur envoyer. Pas de dissertation, pas d'explication, juste la vérité. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Tu en as assez fait, Julien. Ne te sens pas coupable. Tu mérites la paix. Simple, honnête. Probablement la chose la plus gentille que quelqu'un de ce côté de la famille m'ait jamais dite. Après ça, je me suis dit que j'allais prendre les devants. Ma mère vivait en Provence, remariée une fois, divorcée à nouveau, donne maintenant des cours de couture dans son garage. On se parle parfois, surtout de petites choses, du temps, du travail, ce genre de choses. Mais cette fois, je l'ai appelée pour de vrai. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Salut, l'étranger » a-t-elle dit. « Salut, maman. J'ai fait quelque chose, ai-je dit. On dirait quelque chose que tu dis habituellement avant une mauvaise nouvelle, a-t-elle plaisanté.
Je lui ai parlé du désordre de Noël, de l'Alpine, de la blague, de tout. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit, « Bien. » « Bien » ai-je demandé. « Ce n'est pas la partie où tu me dis de faire la paix. » Elle a ri doucement. « Julien, je me demandais quand tu allais enfin arrêter d'essayer de le réparer. Il était temps. » Ça m'a décontenancé. Ma mère n'est pas du genre émotif. Elle ne l'a jamais été. Mais elle avait l'air calme, soulagée même. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Tu sais pourquoi je l'ai quitté, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Je pensais que c'était les disputes, ai-je dit. Elle a soupiré. C'était le contrôle. Tout devait être à sa façon ou ça ne comptait pas. J'adorais la couture. Je vendais mes créations sur les marchés. Il m'a fait arrêter. Il a dit que ce n'était pas assez respectable pour la femme d'un comptable. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le mur. Je pouvais presque l'imaginer le dire. Le même ton suffisant qu'il utilisait quand il me disait que grimper au poteau n'était pas un vrai travail. Elle a continué, « Il n'aime pas les gens, Julien. Il les audite. Il mesure leur valeur comme des bilans. Tu pourrais lui donner le monde, il trouverait quand même une erreur quelque part. » Cette phrase m'est restée. Il les audite. C'est exactement ce qu'il faisait. Chaque conversation était un calcul. Combien il pouvait critiquer, combien de contrôle il avait encore. Je lui ai dit, « Je pense que j'en ai finalement eu marre d'être l'un de ces mauvais investissements. » Elle a gloussé. « Tu es le seul investissement qui ait vraiment porté ses fruits. Il n'aime tout simplement pas que le rendement arrive sans son nom dessus. » Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle avait l'air heureuse, libre. Je n'avais pas entendu ça depuis des années. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé qu'elle n'était pas du tout choquée. Elle attendait ce moment, tranquillement, en espérant que je le découvrirais. Après cet appel, je me suis assis sur le canapé pendant un moment, à faire défiler de vieux SMS de mon père et de Chloé. Des messages qui avaient l'air normaux jusqu'à ce que vous les lisiez vraiment. De petites piques déguisées en conversation. Papa m'a envoyé une fois, « Aucune chance que tu passes à la direction où tu es plutôt du genre à rester sur le terrain pour toujours ?» Tout se lisait comme le même scénario. Moi qui prouve, eux qui minimisent. J'en avais marre. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert mes contacts, j'ai bloqué leurs 2 numéros, puis j'ai fait défiler les réseaux sociaux et je les ai supprimés de chaque plateforme. Pas d'annonce, pas de publication sur le fait de couper les ponts avec la toxicité, rien de tout ce genre de choses pour attirer l'attention, juste une suppression silencieuse. Mon téléphone a vibré une fois, numéro inconnu, probablement mon père utilisant un autre téléphone pour contourner le blocage. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Plus tard, je me suis assis sur le porche avec un soda frais, à parcourir quelques offres d'emploi en Provence juste par curiosité. Non pas parce que j'avais besoin de déménager, mais parce que je le pouvais, parce que je ne devais plus d'explications à personne. C'était étrange de voir à quel point tout semblait léger, comme si ma vie avait été remplie d'un bruit de fond pendant si longtemps que j'avais oublié à quoi ressemblait le silence. Avant de rentrer, j'ai envoyé un dernier SMS à Elodie, pas à mon père. Juste pour que tu saches, je l'ai bloqué lui et Chloé. J'en ai fini. J'apprécie que tu aies toujours été correct. Elle a répondu 1 minute plus tard. Je comprends. Tu fais ce qu'il faut. J'ai souri, j'ai posé le téléphone et j'ai verrouillé la porte. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de poids sur ma poitrine. Parfois, s'en aller n'est pas un manque de respect, c'est du respect de soi. J'aurais dû savoir que mon père ne laisserait pas ça être la fin. Environ 1 semaine après l'avoir bloqué, j'étais au travail, descendant d'un poteau de transformateur quand j'ai remarqué un SMS d'un collègue, Nathan. « Mec, tout va bien pour toi. » J'ai répondu par SMS, « Oui, pourquoi ?» Il a envoyé une capture d'écran. C'était une chaîne de mails entre lui, un autre lignard et notre contremaître. L'email venait de mon père. Objet, inquiétude pour mon fils. Il a écrit, Julien a agi de manière instable ces derniers temps. Il s'est isolé de sa famille, a pris des décisions financières erratiques et a peut-être des difficultés mentales. Je crains qu'il ne fasse quelque chose d'imprudent. S'il vous plaît, gardez un œil sur lui. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru que mes dents pourraient se fissurer.
Je pouvais presque entendre son ton, calme, concerné, parfaitement formulé pour me faire passer pour un problème. J'ai appelé Nathan. Tu n'as pas cru à ces conneries, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mec, a-t-il dit. Mais mec, c'est tordu. Qui fait ça à son propre gamin? Quelqu'un qui traite les gens comme des projets, ai-je marmonné. À la fin de la journée, 2 autres collègues m'ont envoyé un message. Même histoire. Mon père avait contacté des gens qu'il ne connaissait même pas personnellement. Des directeurs, des délégués syndicaux, toute personne liée à moi. Le tout sous la bannière de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du sabotage. Le vieil homme n'aimait pas que j'aie arrêté de jouer selon son scénario, alors il a décidé d'en écrire un nouveau, avec moi dans le rôle du fils instable. J'ai donc appelé mon ami Marc, l'un des avocats du syndicat avec qui j'avais travaillé lors d'un litige sur la sécurité des années auparavant. Un gars vif, sans chichi. Il a décroché en pleine bouchée de quelque chose de croquant. Julien, mon pote, quoi de neuf? J'ai tout expliqué. Les emails, les rumeurs, la fausse inquiétude. Il n'a même pas semblé surpris. Gestion d'image classique, a-t-il dit. Il construit un récit, de sorte que si jamais vous le dénoncez publiquement, les gens pensent que c'est vous le fou. Je peux y mettre un terme, ai-je demandé. Oh, absolument. Tu veux que je m'en occupe? S'il te plaît. Il m'a envoyé un brouillon dans l'heure, court, professionnel et mortel. Une mise en demeure officielle adressée à mon père, citant la diffamation et le harcèlement, lui donnant 48 heures pour cesser de contacter toute personne associée à moi. Je l'ai approuvé instantanément. 2 jours plus tard, Marc m'a envoyé par SMS une capture d'écran de la confirmation de livraison. Il l'avait reçue. Je m'attendais au silence. Ce que j'ai eu à la place, c'est une tempête. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quand j'ai écouté plus tard, c'était la voix de mon père. Tremblante, théâtrale, pleine d'indignation forcée. Alors, c'est comme ça que tu traites ton père? Tu envoies des avocats après la famille. Tu penses que ça fait de toi un homme? Tu m'as encore humilié, Julien. Est-ce que tu te soucies même de ce que cela fait à notre nom? Notre nom? Comme s'il dirigeait une société, pas une famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Ça ne valait même pas ma peine. Le lendemain, Chloé a appelé depuis son autre téléphone. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un SMS à la place, « Papa dit que tu as envoyé des menaces juridiques. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il a le cœur brisé. Tu es cruel. » J'ai tapé en retour, « Dis-lui d'arrêter de contacter mes collègues et j'arrêterai de me défendre. » Elle l'allumait n'a pas répondu. Typique de Chloé. Le défendre d'abord, réfléchir plus tard. Pendant environ une semaine, les choses ont été calmes. Puis j'ai ouvert Facebook pendant le déjeuner un jour et j'ai failli recracher mon sandwich. C'était là. Une photo de mon père allongé dans un lit d'hôpital, vêtu d'une de ses blouses de patient, un tube à oxygène sous le nez. La légende disait, le stress peut vraiment faire mal au cœur lorsque votre propre sang se retourne contre vous. Appréciez votre famille tant que vous le pouvez encore. J'ai juste regardé. Sans voix. En quelques minutes, la publication a été inondée de commentaires. Vieille famille, amis, gens de l'église, collègues de ses jours de comptabilité, tous se précipitant avec sympathie. Reste fort, monsieur Dubois. Tu as élevé un bon fils. Il reviendra. Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la loyauté. Et bien sûr, Chloé est intervenue avec un emoji cœur et je t'aime papa. C'était comme assister à une représentation en direct des Chroniques du Martyr avec papa dans le rôle de la victime. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas envoyé de message, je ne me suis pas défendu. J'ai juste fermé l'application et je suis retourné au travail. Cette nuit-là, cependant, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont il avait si facilement réussi son coup. Il n'était même pas malade, juste ennuyé et avide d'attention. Je le connaissais trop bien. L'homme pouvait transformer une coupure de papier en une histoire de guerre si cela signifiait que les gens l'applaudiraient. Le lendemain matin, mon contremaître, Thomas, m'a pris à part dans la cour. Et, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tout va bien pour toi. J'ai souri d'un air narquois. Laisse-moi deviner. Tu as vu Facebook?
Il a hoché la tête maladroitement. Ouais. Je ne savais pas quoi croire, mais je me suis dit que je te demanderais directement. Je vais bien, ai-je dit. Ce n'est pas lui. Il est juste accro au fait de prétendre qu'il l'est. Thomas a gloussé et a secoué la tête. La famille, hein? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Après le travail, je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute avant de rentrer. Le ciel était gris, calme. Ça m'a frappé alors. Il ne voulait pas la paix. Il voulait un public. Chaque geste qu'il faisait était une question de contrôle, de déformer la réalité jusqu'à ce qu'il ait l'air noble. Et que j'ai l'air brisé. Il n'était pas malade, juste accro au contrôle. Je me suis demandé si lui couper les ponts avait été trop dur. J'avais l'habitude de me remettre en question tout le temps. Plus maintenant. Un après-midi, alors que je réparais un disjoncteur dans mon garage, j'ai reçu un appel d'une entreprise d'intervention en cas de tempête en Provence. Gros travail, contrat de 3 mois, bon salaire. Ils avaient besoin de lignards pour aider à reconstruire les infrastructures après les dégâts des inondations. Je n'ai même pas hésité. L'univers m'avait donné une raison de partir. Le soir même, j'ai mis mon appartement en location, j'ai vidé le garage, j'ai emballé les quelques affaires auxquelles je tenais vraiment, mes outils, quelques photos et une veste en cuir usé que ma mère m'avait donnée il y a des années. Tout le reste pouvait rester. Je ne fuyais pas. J'en avais juste marre de faire du surplace. Le mois suivant, j'étais en Provence. Ma mère vivait à quelques villes de là, dans une maison de plein pied entourée de collines arides et de champs de cactus. Quand je suis arrivé dans son allée, elle est sortie en s'essuyant les mains sur un tablier de couture. Le même visage calme que toujours. « Tu es vraiment là ?» a-t-elle dit en souriant. « Ouais », ai-je dit. Je me suis dit que j'allais voir à quoi ressemble la paix. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, comme si elle ne savait plus comment le faire, puis a fait un geste vers la maison. J'ai fait des lasagnes. Ne demande pas si c'est sain. La première semaine a été étrange. Pas d'appel pour des urgences au travail, pas de SMS sarcastique de Chloé. Pas de tension en arrière-plan. Juste un ciel ouvert, de longues promenades en voiture et des nuits calmes. J'ai trouvé un petit logement près de chez ma mère. Rien d'extraordinaire. Une chambre, une petite cour et une vue sur les lignes électriques qui traversent l'horizon du désert. C'était approprié, vraiment. Les journées étaient consacrées au contrat de tempête. Travail pénible, longues heures, le genre de travail qui vous fait vous endormir à la seconde où vous vous asseyez. J'ai adoré. C'était honnête. Chaque boulon que je serrais, chaque ligne que je réinstallais me rappelait que j'avais construit ma propre vie. Sans l'aide de personne. Les week-ends étaient plus lents. J'aidais les voisins à réparer les lumières du porche, à réparer les clôtures, de petites choses comme ça. Le bruit a couru que le nouveau gars dans le camion bleu pouvait tout réparer. Alors les gens passaient avec de petits travaux et du café en guise de paiement. Ça ne me dérangeait pas. C'était un travail paisible. Pas de drame, pas d'attente. Puis un jeudi soir, j'ai reçu un SMS d'Élodie. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Salut Julien, juste pour te prévenir. Ton père a essayé d'utiliser cette vieille carte de crédit d'urgence que tu lui avais donnée il y a des années. Elle a été refusée. Je me suis figé au milieu d'une bouchée. J'avais complètement oublié que cette carte existait. C'était quelque chose que j'avais mis en place il y a des années quand il avait été opéré. J'ai répondu par SMS, « Comment le sais-tu » Il est rentré furieux. Il a dit que la carte n'arrêtait pas d'être refusée 3 fois dans la même journée. Des courses, de l'essence, quelque chose à Brico Dépôt. J'ai vérifié mon compte ce soir-là juste pour vérifier, et le journal d'activité montrait les 3 tentatives infructueuses. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque et j'ai annulé la carte, puis je leur ai demandé de fermer tout le compte, afin qu'il n'y ait plus de reste. Le représentant m'a demandé si je voulais une carte de remplacement. Non, ai-je dit. J'en ai fini de prêter des bouées de sauvetage. C'était symbolique, de mettre fin à cette dernière connexion. Cette carte avait été une chaîne silencieuse, sur laquelle il pouvait tirer quand il le voulait. Maintenant, elle avait disparu. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à ma mère pendant le dîner. Elle n'a pas semblé surprise. Il n'a jamais voulu d'aide, a-t-elle dit en posant sa fourchette. Il voulait le contrôle. Il y a une différence. Elle avait raison.
Je ne lui manquais pas. L'accès lui manquait. Chaque faveur, chaque carte, chaque appel avait toujours été une question de commodité, pas de sollicitude. Une semaine après, Élodie a envoyé un autre SMS. Cours cette fois. Il est en colère que tu l'aies annulé. Il a dit que tu le punissais. Je lui ai dit que c'était ton droit. Il n'a pas aimé ça. J'ai souri en le lisant. Pas par dépit, juste par amusement. L'homme croyait sincèrement que lui couper les vivres financièrement était un crime moral. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec le vent du désert qui soufflait. Les étoiles étaient brillantes, l'air calme. Pour une fois, mon esprit ne rejouait pas de vieilles disputes ou de phrases inachevées. Je suis juste resté assis là, à regarder les lignes électriques s'étirer à l'horizon comme des fils d'argent. Le même genre de lignes que je grimpais pour gagner ma vie. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, je suppose. La même chose pour laquelle il s'était moqué de moi était devenue la chose même qui m'avait donné la liberté. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de réparer les choses. Des conversations brisées, de vieux ressentiments, des relations qui n'allaient jamais fonctionner. Et pourquoi faire ? Pour maintenir la paix pour des gens qui ne se souciaient pas de savoir s'il m'en restait pour moi-même. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fini mon verre et j'ai marmonné à personne. Je suppose que j'ai finalement appris ce qu'il fallait arrêter de réparer. J'ai arrêté de réparer tout ce qui n'était pas mon travail, y compris lui. Mais apparemment, il pensait toujours que j'étais de service. Cela faisait environ 6 mois que j'avais annulé cette carte. J'étais à Marseille pour une formation d'une semaine pour les lignards expérimentés. Séminaire sur la sécurité, truc de leadership, le tout payé par l'entreprise. Je n'avais pas pensé à mon père depuis des mois. J'avais même arrêté de me demander quel nouveau numéro il sortait en ligne. Le matin où c'est arrivé, je sortais du hall de l'hôtel, mon badge d'identification autour du cou. Je parcourais mon emploi du temps quand je l'ai entendu. Julien. Cette voix pouvait couper du verre. Je me suis figé, je me suis retourné, et il était là, mon père, de l'autre côté de la rue en pantalon chino et chemise repassée, tenant un dossier comme s'il était sur le point de déposer une plainte. Je n'ai pas bougé. Il a souri comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas passé la dernière année à essayer de salir mon nom. On peut parler, a-t-il crié en traversant la rue. Parlons comme des hommes. J'aurais dû m'en aller, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin de clore le chapitre. Quoi qu'il en soit, je suis resté là alors qu'il s'arrêtait à quelques mètres de moi, ajustant ses lunettes comme s'il était sur le point de donner une conférence TED sur la paternité. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. J'ai vu ton nom sur la liste des participants à cet événement. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Il a soupiré de façon dramatique. Je ne sais pas pourquoi tu as fait de moi le méchant de ton histoire. C'était une blague, Julien. Tu l'as prise trop au sérieux. Tu as toujours été trop sérieux. C'était ça. Le même scénario, le même ton, le même rejet de la faute. J'ai presque souri à quel point c'était prévisible. Tu m'as retrouvé pour me dire que je ne sais pas prendre une blague, ai-je dit. Il a froncé les sourcils comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'aie l'air calme. Je t'ai retrouvé pour faire la paix. Tu m'as humilié, tu as embarrassé la famille, et tu agis comme si je le méritais. Je n'agis pas comme si, ai-je dit. Tu l'as mérité. Il a secoué la tête, s'approchant. Tu as changé, mon fils. Tu avais du respect avant. Maintenant, tu me parles comme si j'étais un étranger. Tu en es un, ai-je dit sèchement. Et arrête de m'appeler mon fils. Tu as perdu ce droit quand tu as fait de moi ton souffre-douleur. Ça l'a touché. Son visage s'est contracté. Ce même mélange de confusion et de colère qu'il avait l'habitude d'avoir quand quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. Il a ouvert son dossier, en a sorti des captures d'écran imprimées. À mon avis, des commentaires sur les réseaux sociaux, peut-être des SMS. Ce n'est pas toi, a-t-il dit en secouant légèrement le papier. Tu vaux mieux que cette rancune. Je sais que je te manque. J'ai ri doucement. Tu sais ce qui est drôle ? Tu t'es trompé sur moi toute ma vie. Autant ajouter ça à la liste. Il a grimacé. Mon fils me manque, a-t-il dit, celui qui me respectait. J'ai pris une gorgée de mon café. Je ne te manque pas. Le contrôle te manque.
Et je ne te dois rien. Il m'a regardé pendant une seconde, ce regard calculateur comme s'il cherchait son prochain coup. Puis soudain, il a reculé, a trébuché sur son propre talon et a jeté les bras en avant. Ne me frappe pas, a-t-il crié fort. Attendez, trop fort. S'il vous plaît, arrêtez. Je me suis figé. Les gens sur le trottoir se sont immédiatement retournés. Un couple qui promenait ses chiens s'est arrêté. Un type qui tirait ses bagages a regardé. Quelqu'un de l'autre côté de la rue a commencé à filmer. De quoi diable parles-tu, ai-je dit, reculant d'un pas, les mains levées. Il a de nouveau trébuché, faussement, en se tenant l'épaule. Il m'agresse. S'il vous plaît, arrêtez. Une femme près du trottoir a halté. Monsieur, vous devez vous calmer. Quelqu'un d'autre a crié, mec. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est un vieil homme. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais de dégoût. L'homme avait vraiment répété ça. Le dossier a heurté le trottoir, les papiers s'éparpillant comme dans une scène de film. Il respirait fort, jouant comme si c'était à l'Opéra Garnier. Papa, ai-je dit lentement, à voix basse. Tu te mets dans l'embarras. Il a secoué la tête de façon dramatique, toujours assez fort pour la foule. Tu as toujours eu un tempérament violent. Toujours. J'ai entendu quelqu'un à proximité dire, je l'ai en vidéo. Et ma poitrine s'est serrée. Non pas parce que j'étais coupable, parce que je savais avec quelle facilité il pouvait déformer cela. Puis, comme un timing divin, un homme est sorti en trombe d'une boulangerie de l'autre côté de la rue, le tablier encore noué, de la farine blanche sur les mains. Et a-t-il crié. Il ne l'a pas touché. Tout le monde s'est retourné. J'ai tout vu, a dit le boulanger en traversant la rue en courant. Ce vieil homme fait semblant. Le plus jeune ne lui a pas mis la main dessus. Il a parlé calmement tout le temps. La foule s'est tue. Mon père s'est figé au milieu de sa performance, toujours légèrement penché comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait continuer à jouer ou laisser tomber. Le boulanger s'est approché, le pointant du doigt. Vous devriez avoir honte d'essayer de faire ça en public. Il y a des caméras partout, mon pote. Vous venez de vous ridiculiser. Quelques personnes ont murmuré. Une femme qui avait filmé a baissé son téléphone. Le visage de mon père est devenu pâle. L'acte s'est complètement effondré. Il a redressé sa chemise, a marmonné quelque chose sur le fait d'être incompris, puis m'a jeté un coup d'œil. J'ai rencontré son regard. Tu viens de prouver pourquoi je suis parti. Puis je me suis retourné et je suis parti vers le coin de la rue. La foule s'écartant en silence. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir son regard brûler dans mon dos, mais je m'en fichais. Au moment où j'ai atteint le bout de la rue, la tension s'était dissipée. Mes mains étaient stables, mon rythme cardiaque normal. Je n'étais même pas en colère. Juste fini. Fini avec les mensonges, les mises en scène, la manipulation constante. Quand je suis retourné à l'hôtel, le réceptionniste m'a jeté un regard nerveux. Tout va bien dehors? J'ai hoché la tête. Ouais, ai-je dit. Juste quelqu'un qui ne sait pas quand abandonner. Je suis monté dans ma chambre, j'ai posé mon badge sur la table et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Les voitures se déplaçaient en bas comme de petites étincelles, silencieuses et lointaines. C'était la dernière fois que je le voyais. Pendant des mois, il n'y a eu ni appel, ni coup monté, ni performance, juste le silence. Le genre qu'il avait toujours prétendu vouloir, mais avec lequel il n'avait jamais su vivre. Un an plus tard, c'est exactement ce qu'il était. Je vivais alors près de Gordes. Une petite location près des falaises d'Ocre, un grand ciel, des matins calmes. Mes journées étaient simples. Travail, salle de sport, parfois aider un voisin à réparer une clôture ou un luminaire cassé. Le genre de vie qui me semblait ennuyeuse quand j'étais plus jeune, mais qui me semblait maintenant être la paix. Le travail avait été stable. Après cette formation à Marseille, j'ai été promu pour diriger une petite équipe pour des chantiers contractuels. Bon salaire, des gars solides, pas de politique. La plupart des jours se terminaient par un barbecue sur la terrasse arrière, à regarder le coucher de soleil peindre le désert en orange. Je ne pensais plus beaucoup à mon père. C'était un chapitre que j'avais clos jusqu'à ce qu'il essaie de se réécrire dedans. Ça a commencé par un SMS. Numéro inconnu,
le même ton que je reconnaîtrais n'importe où. Julien, c'est ton père. J'aimerais parler. La famille, c'est la famille. La vie est trop courte pour garder des rancunes. Je l'ai regardé en secouant la tête. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste un slogan recyclé. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un autre est arrivé. Tu regretteras un jour d'avoir repoussé ta famille. Je n'ai même pas bloqué le numéro. Je l'ai juste mis en sourdine. Laisse-le crier dans le vide. Puis il y a eu le Litchi. Elodie m'a envoyé le lien par SMS sans commentaire, juste le lien. Le titre était « Aider un père à se remettre de l'éloignement et de problèmes de santé ». La description était pire. Je suis un homme à la retraite qui lutte contre des problèmes cardiaques et une détresse émotionnelle après avoir perdu le contact avec mon fils unique. J'essaie de garder ma maison et de reconstruire ma vie. Il n'a pas mentionné la fausse crise cardiaque, la campagne de diffamation, ou que je lui avais offert plus de chances de changer qu'il n'en avait jamais mérité. L'objectif était de 10 000 €. Après 3 semaines, il y avait 85 €. Les commentaires étaient silencieux aussi. Un d'un cousin disant des prières. Un autre de quelqu'un nommé vieux comptable 77 disant « Reste fort ». C'était tout. Chloé ne l'a pas partagé. Ça m'a surpris au début. Puis Elodie a appelé un après-midi. J'ai décroché en m'attendant à moitié à plus de drame. Elle a honte, a dit Elodie. Toute cette histoire l'a fait passer pour une idiote. Les gens ont posé des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Bien, ai-je dit. Peut-être qu'elle arrêtera enfin d'essayer de défendre l'indéfendable. Il y a eu une pause. Elodie a soupiré doucement. Il parle encore de toi, tu sais. Il dit que tu finiras par revenir. Il a dit ça toute ma vie, ai-je dit. Ça ne le rend pas vrai. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu, puis je suis retourné au travail. Je n'y ai pas beaucoup pensé après ça. C'était juste une autre de ses performances, une autre façon d'attirer l'attention quand les applaudissements s'étaient arrêtés. Les semaines ont passé. La collecte de fonds a discrètement disparu. Ainsi que son nouveau numéro. Chloé a arrêté de publier sur les dîners de famille et le pardon. Elodie gardait le contact parfois, surtout pour de petites choses. Des nouvelles de la météo, des photos de son jardin, des choses normales. Pas de drame. Ma mère est passée un week-end pour me rendre visite. Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble, elle à la cuisine, moi au café. Elle a regardé mon logement, l'espace propre, les étagères réparées, la routine calme. Tu as l'air installé, a-t-elle dit en souriant. Je le suis, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête. Il essaie toujours de faire revenir les gens. Ne mords pas à l'hameçon. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Il peut parler autant qu'il veut. J'en ai fini d'écouter. Ce soir-là, après son départ, je me suis de nouveau assis sur le porche, regardant les éclairs zébrer les collines. L'air sentait la pluie et la poussière. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. Ni contre lui, ni contre le passé, ni contre quoi que ce soit. Il avait passé sa vie à essayer de prouver qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Il devait toujours avoir le dernier mot, le dessus, les feux des projecteurs. Mais la seule chose qu'il n'a jamais comprise, c'est que le silence n'est pas une faiblesse. C'est le contrôle. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Et pour une fois, ce silence n'était pas lourd. Il était paisible, complet. Il pensait que je reviendrais toujours en rampant. Mais je ne suis plus ce gamin. J'ai la paix et il a le silence.